Bonjour à tous. J'ai l'honneur de présider cette session aujourd'hui sur l'Europe sociale hier, aujourd'hui et demain avec Amandine Crespi et Nicolas Verschuren. Je tiens aussi d'abord à remercier Chloé et François de m'avoir invité à présider cette session. Mon nom est Michael Cassaniera. Officiellement, j'ai fait mon doctorat au département de sciences économiques, comme ça s'appelait à l'époque à l'ULB. Mais dans les faits, j'avais mon bureau juste là au-dessus. J'ai partagé ce bureau avec Georges Siotis, le fils de Jean Siotis qui a été mentionné tout à l'heure, qui a fait sa thèse avec André Sapir. Et donc, ça me fait très chaud au cœur de pouvoir être de retour ici. Après avoir étudié ici longtemps, enseigné ici au MEUS dont on a parlé également. Amandine, vous êtes professeure d'histoire, vous êtes professeur en sciences politiques à l'ULB, où vous partagez votre temps entre le CEVIPOL et l'IE, et vous avez publié un nombre impressionnant de livres et d'articles. Il suffira d'aller voir parfois votre signature, ou simplement votre page web, principalement sur l'Europe sociale, qui est donc le sujet, mais aussi la solidarité européenne et les inégalités, et là, nos sujets de recherche se rejoignent. Nicolas Verschuren, vous êtes professeur d'histoire à l'ULB. Vous avez été directeur de l'IE jusqu'il y a peu, et votre travail se concentre principalement sur le mouvement ouvrier des années 60, sur lequel vous avez publié aussi de nombreux articles et ouvrages, et vous travaillez ensemble. Vous avez entre autres un gros projet d'action de recherche concertée, et pour ça, bravo. Et je suis très content d'être au milieu d'un tel duo de choc pour un sujet aussi important. Donc, on va commencer ici par l'histoire, et donc la naissance de l'Europe sociale. Donc je vais me permettre d'enfreindre deux consignes, une explicite qui était de respecter l'ordre alphabétique et l'autre qui est la bienséance, en demandant à Nicolas d'ouvrir la session pour qu'on puisse partir des origines, aller vers le présent, la concrétisation, et ensuite ouvrir le débat en réfléchissant à l'avenir. Nicolas, comme vous le savez, vous avez maximum 10 minutes. Oui, merci beaucoup, et le temps est précieux. Et puis finalement, voilà, commencer par 1964, je me suis dit, on va faire un petit bilan de ce qu'était l'Europe sociale en 1964. Et force est de constater qu'il ne me fallait pas 10 minutes peut-être pour parler de cette Europe sociale en 1964. Juste pour commencer, pour une démarche un peu plutôt personnelle, j'ai été confronté à la question de l'Europe sociale assez tôt, dès le traité de Maastricht dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Mon père était délégué syndical, et en 92, on débattait beaucoup à table sur Maastricht, sur la concurrence, sur la compétition, sur la solidarité, sur l'Europe sociale. Dès donc 1992, j'avais une dizaine d'années. 10 ans, 15 ans plus tard, je commence ma thèse en 2005 en plein traité constitutionnel, et le débat sur l'Europe sociale était de nouveau très très présent, avec la fameuse figure du plombier polonais. On a parlé de l'élargissement, de l'approfondissement aussi ce matin, qui était mais très très présent à l'époque sur la question effectivement de la compétition, la concurrence, le dumping social. Et en débutant ma thèse, plus ou moins au même moment, je me plongeais dans les archives des années 50 où la question de l'Europe sociale était également posée. Et où finalement, un peu comme l'a montré François avec la revue de presse, on retrouvait mutis mutandis, presque les mêmes débats, les mêmes questions, les mêmes problématiques autour de solidarité, compétition, concurrence, etc. Donc il y a quelque chose finalement de rassurant et presque peut-être de désolant de voir que ces questions persistent au sein de l'histoire de la construction européenne. Mais 1964, c'est aussi une date, on l'a dit, importante pour l'Institut, mais aussi pour cette question d'Europe sociale, parce que je me suis plongé dans mes fiches de découverte en archives. Et 1964, c'est la première manifestation européenne consacrée à l'Europe sociale, par une belle journée d'été du 4 juillet 1964 à Dortmund. Là aussi, il faut dire quand il fait beau, 25 000 travailleurs se sont réunis à Dortmund pour
trois revendications. Celle d'un statut européen du mineur dont je ne vais pas parler aujourd'hui, celle d'une politique industrielle européenne et celle déjà d'une Europe sociale, donc 25 000 travailleurs à Dortmund. Et on avait déjà ce débat entre finalement un marché commun qui construisait une Europe plutôt libérale d'un point de vue économique ou finalement un marché commun qui donnait des perspectives d'avancement en termes de dimension sociale dans un sens large. Alors évidemment, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, trop libéral, mais quand même avec une dimension sociale. On pense au Fonds social européen, à la politique agricole commune, qui, je le rappelle, est quand même à la base une politique qui vise à assurer un revenu minimum aux agriculteurs, et c'est un débat toujours d'actualité, mais vraiment c'était ça le socle premier de la politique agricole commune pendant très très longtemps. Les politiques de reconversion et de développement régional peuvent être aussi pensées comme des politiques sociales d'un certain point de vue, voire aussi toute la question des travailleurs frontaliers également. Et donc on pourrait se demander, est-ce que finalement il y a une Europe sociale, il n'y a pas d'Europe sociale? Est-ce que dès le début, le projet en un sens est un petit peu vicié pour ceux qui espéraient un État-providence européen par exemple? Je voudrais juste m'arrêter 2 minutes sur une expérience, ou plutôt une tentative, un projet. On a parlé des crises. Je pense qu'il faut parfois s'arrêter aussi sur les contre-propositions oubliées, les échecs, les tentatives avortées au niveau européen pour aussi donner résonance à ce que cela aurait pu être ou finalement ce que ça pourrait advenir dans 60 ans également. Et je parlerai d'un mouvement qui a été un peu oublié et qui pourtant ici à l'Institut, on a eu des personnages qui ont été associés à celui-ci. C'est le mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe qui apparaît dès l'après-Deuxième Guerre mondiale, où on retrouve des fédéralistes européens, des résistants comme Henri Freinet, comme Georges Corrielli qui a été ici présent également, Raymond Riflet qui est aussi présent au collège de Bruges, des personnalités proches de George Orwell également, et qui imaginaient une construction européenne dès les années 40 qui serait un projet anticolonialiste, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer une Europe avec des colonies, comment unir des peuples européens alors qu'en même temps on asservissait des populations colonisées. Un projet qui imaginait aussi un salaire minimum européen dès 1947-1948 et qui ne serait pas à raboter vers le bas, mais plutôt à harmoniser vers le haut. Et donc, des projets comme cela, il y en a eu beaucoup, et l'histoire permet de nous en rappeler, peut-être de nous proposer des pistes pour la suite. Reste à comprendre pourquoi finalement il y a eu des résistances, des impossibilités à émerger une véritable politique sociale ambitieuse. Alors elles sont multiples, c'est un peu lié aux traités qui empêchent des instruments importants, c'est un peu lié parfois aux responsables syndicaux qui ont traîné à mettre ce point sur la table, c'est souvent lié à des résistances des employeurs et puis beaucoup des États eux-mêmes. Et c'est un point sur lequel on oublie un petit peu. On parle dans les débats généraux, je dirais, sur l'Europe. C'est l'Union européenne, c'est Bruxelles, oubliant très souvent qu'elle est construite, faite par les États-nations. Et en 64, eh bien, le ministre de l'Industrie du général de Gaulle, était extrêmement opposé à toute forme d'harmonisation sociale européenne portée par les institutions européennes elles-mêmes. La haute autorité, le Parlement, l'Assemblée commune auparavant militaient pour cette Europe sociale en devenir potentielle. Je donnerai un exemple qui illustre cette impossibilité à créer ne fût-ce qu'un embryon de politique sociale à cette époque-là. Les États-providence, les welfare states, se sont construits à l'origine sur les accidents de travail. Les premières lois assurantielles sont vraiment le socle premier des États-providence à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Lorsqu'arrive la catastrophe de Marcinelle en 1956, première crise sociale véritable de la construction européenne, 262 ouvriers décèdent, dont 136 Italiens. Et on pourrait penser que voilà, la sécurité au travail, la santé au travail serait un point sur lequel l'Europe pourrait se construire. Et donc, on se dit,
Comment faire pour améliorer la sécurité au travail? C'est quand même une des bases, un des socles de la communauté européenne du charbon et de l'acier, les mondes du travail. Et force est de constater qu'une fois encore, les résistances sont très très nombreuses. S'organise une très grande conférence internationale pour la sécurité sur les lieux de travail, et plus spécifiquement dans les mines. Et on pose la question finalement, quelles sont les causes de ces accidents de travail? Et très très vite arrive l'idée, c'est peut-être lié au mode de rémunération. C'est-à-dire qu'on pousse à la production et on induit des déficiences en termes de sécurité de travail. Et tout de suite, tant le ministre allemand des Affaires économiques que le ministre français de l'Industrie s'opposent à ce que cette question ne fût-ce que débattue. Donc on peut parler de tout, sauf des modes de rémunération qui impliqueraient des catastrophes industrielles, des accidents de travail. Cela montre d'une certaine manière que l'enjeu européen est multiple et la question sociale est omniprésente depuis le début de la construction européenne et que cette résistance à son émergence n'est certainement pas liée aux institutions européennes en elles-mêmes, mais beaucoup liée à la résistance des États-nations à en faire un enjeu européen. Et donc, si on fait pour rester dans le timing, si on fait un rétro-planning de cette histoire, on pourrait dire, oui, il y a des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. La politique agricole commune, c'est quand même, pendant très longtemps, une énorme politique sociale européenne, peut-être trop ambitieuse. Mais lorsqu'on on regarde les années 50, 60 et jusque 70, avec cette première mobilisation pour l'Europe sociale, qui est d'ailleurs au niveau sémantique intéressant parce qu'on passe d'une Europe des travailleurs à la question d'une Europe sociale, on voit l'Europe sociale comme à la fois peut-être un mirage, peut-être aussi un oxymore, finalement Europe sociale ne serait pas une contradiction dans les termes, et aussi certains éléments de réalité, et je pense que Amandine reviendra sur ces différents aspects liés à ce qu'on pense lorsqu'on parle d'Europe sociale. Et peut-être que la richesse ou la tristesse du projet européen, vous choisirez, c'est que c'est peut-être un peu les trois à la fois. L'Europe sociale est à la fois un mirage, à la fois une réalité et à certains moments également un oxymore ou un paradoxe. Et moi-même, en tant que chercheur ou citoyen européen, certains matins, je me réveille en voyant l'Europe comme un élément de solidarité et d'Europe sociale potentielle, mais parfois aussi comme un environnement qui déconstruit certains projets sociaux, qu'ils soient sectoriels ou nationaux. Et je pense que voilà, on va pouvoir continuer de discuter si l'Europe sociale est vraiment quelque chose qui se construit ou qui se déconstruit au fil de l'histoire de l'Union européenne. Merci beaucoup. En entendant ça, je me rappelle de l'exemple de Alcoa. Donc j'avais retrouvé le nom du PDG. Donc il y a Paul O'Neill qui a voulu, quand il est devenu CEO de Alcoa, a décidé que sa priorité serait worker safety. Et l'action a plongé parce que c'était quelque chose de complètement honteux. Et puis dans les faits, le fait d'insister sur la sécurité du travailleur a permis d'améliorer la productivité, a rendu cette entreprise plus productive que jamais. Et donc en effet, se rendre compte que c'est pas toujours une oxymore, mais parfois qu'il y a une symbiose et que mettre des règles et un cadre peuvent dans les faits relancer la productivité. Et donc je pense que c'est un des sujets qu'on va voir concrètement. On n'a pas eu l'État-providence, mais on a quand même eu une Europe sociale. Oui. Quelle forme a-t-elle prise? Alors je vais prendre les choses un petit peu plus tard dans l'histoire de l'Europe et commencer dans les années 90 et en fait en évoquant la figure de Jacques Delors qui est décédé récemment, qui était président de la Commission européenne de 1985 à 1995 et entre autres accomplissements dans un bilan politique très riche. Jacques Delors est souvent décrit dans la littérature académique comme celui qui a initié un âge d'or de l'Europe sociale. Donc, avec l'acte unique européen, on voit d'abord la question des conditions de travail, santé et sécurité au travail, passer de la règle de l'unanimité à la majorité qualifiée. Donc, ça permettait de contourner le veto britannique sur ces questions. Et puis, surtout, avec le traité de Maastricht, la Commission obtient l'adoption
d'un protocole social initiant une procédure de dialogue social visant à enclencher une dynamique de négociation entre syndicats et patronat au niveau européen. C'est aussi à l'époque de Delors que le Fonds social européen que Nicolas a mentionné devient un véritable outil communautaire. Il était avant complètement intergouvernemental, un outil d'investissement et de redistribution dans les politiques de l'emploi. Pourtant, à de nombreux égards, la vision delorienne d'une économie sociale de marché, flanquée par un État-providence européen en devenir, et d'une véritable citoyenneté sociale européenne, elle aussi en devenir, cette vision n'est pas advenue. Sans transition, on est maintenant au printemps 2023. La Commission européenne bloque le versement de 847 millions d'euros au titre du Fonds pour la résilience et la relance, le fonds adopté en 2020 en réponse à la pandémie. Donc 847 millions d'euros qui auraient dû être versés à la Belgique. Quelle est la raison de ce blocage ? Selon la Commission européenne, le gouvernement belge n'offre pas suffisamment de garanties quant à sa réforme des pensions de retraite qui, selon la Commission, devrait améliorer et non détériorer la situation budgétaire du Royaume à long terme. C'est cela aussi le visage de l'Europe sociale aujourd'hui. C'est une union qui peut et qui veut financer l'investissement, et notamment l'investissement social, puisqu'il faut savoir que 30% du Fonds pour la résilience et la relance servent les politiques sociales. Une Europe donc qui veut bien aider les États et qui veut bien investir des ressources du budget européen, pour le social notamment, mais à certaines conditions. Les compétences de l'Union européenne en matière sociale restent assez méconnues du grand public, en fait. Je m'en aperçois souvent, et notamment lorsque ma sœur, qui est journaliste à Paris, s'est étonnée que je puisse écrire un livre de 250 pages sur le rôle de l'Union européenne dans le social. Ah bon? Mais que se passe-t-il? L'Union européenne a des compétences en matière sociale, oui. L'Union européenne intervient de manière directe ou indirecte très largement dans le champ du social, standards de sécurité sur le lieu de travail, congé maternité et paternité, encouragement à des réformes du marché de l'emploi, garantie jeunes, distribution des fonds, calcul du niveau du salaire minimum très bientôt quand la nouvelle directive sera en vigueur, lutte contre la discrimination des personnes LGBTQI, etc., etc. Donc les institutions européennes ont aujourd'hui une boîte à outils très diversifiée pour contraindre, inciter ou aider les gouvernements à essentiellement améliorer l'employabilité de la main-d'œuvre et lutter contre l'exclusion sociale et les discriminations. Mais comme l'a rappelé Nicolas, l'Europe sociale n'est pas un concept scientifique. C'est avant tout un slogan politique. En l'occurrence depuis les origines de l'unification. Et cette notion même d'Europe sociale reste très controversée, dans certains pays en particulier, au nord et à l'est du continent, parmi les forces politiques libérales, conservatrices, même à gauche, et au sein des chercheurs dans le champ des études européennes. Et je dirais que en particulier depuis le tournant du XXIe siècle, 3 visions de l'Europe sociale ont nourri un débat très vif. Alors, selon une première approche, l'Europe sociale, au final, reste assez insignifiante par rapport à ce que font les États. Loin d'être un État-providence en devenir, ses ressources financières restent très faibles. On peut, par exemple, voir que le Fonds social européen ne représente que 10% du budget européen, là où les États consacrent 28% de leur PIB en moyenne dans l'Union à la protection sociale et à la redistribution. Les compétences réglementaires sont définies de manière très étroite dans les traités, ne touchent pas les questions centrales comme la rémunération, l'organisation de la protection sociale, etc. La lutte contre le dumping social reste trop faible. Voilà, je m'arrête ici. Une seconde perspective, plus radicalement critique, considère que l'Europe sociale est même une illusion dangereuse. Et je tiens à souligner ici que cette thèse n'est pas uniquement l'apanage d'acteurs politiques périphériques. Elle a été soutenue avec vigueur dans des travaux académiques tout à fait centraux de collègues établis, notamment allemands, britanniques ou français.
Pour les progressistes, l'Union européenne a souvent favorisé les intérêts du marché avant tout. On se souvient en 2007-2008, les arrêts Laval, Rufford, Viking, lorsque la Cour considère que finalement la liberté des entreprises doit primer sur le respect des négociations collectives ou du droit des marchés publics. Le double impératif de compétitivité et de discipline fiscale a sapé l'idée de Laurienne qu'il était vraiment possible d'établir une économie sociale de marché à l'échelle européenne. Et sans doute les décennies du néolibéralisme triomphant, 2000-2010, puis de la réponse austéritaire à la crise de l'euro dont on a parlé précédemment, donc 2010-2020, ont montré plutôt la face sombre d'une Europe que beaucoup ont décrit comme étant antisociale avant d'être sociale. Pour les xénophobes, les nationalistes xénophobes, l'Union européenne favorise le tourisme social et les technocrates de Bruxelles n'ont aucune légitimité pour s'immiscer dans des pactes sociaux nationaux qui ont été modelés par les histoires, par les cultures nationales. Troisième argument, celui-ci consiste à voir l'Europe sociale en rattrapage, en particulier sur l'intégration économique. Et c'est vrai que la trajectoire des 60 dernières années montre un accroissement graduel mais continu, constant des compétences, des instruments, des ressources financières octroyées à l'Union pour le social. L'effet d'engrenage fonctionnaliste jouerait à plein puisqu'on voit qu'à chaque fois que de nouveaux problèmes se posent ou émergent, on y répond par un renforcement de l'Europe sociale et de ses moyens. La période post-Covid en est sans doute une nouvelle et vigoureuse illustration. On a vu en particulier le socle européen des droits sociaux faire germer une série importante de nouvelles initiatives réglementaires, législatives, donc du droit contraignant. C'est important de le souligner après la période où on était plus concentré sur la coordination souple. Nouvelles directives donc qui, par exemple, créent un congé paternité, visent à la transparence des contrats de travail, au calcul des salaires minimaux, à renforcer les droits des travailleurs de plateforme. Celle-ci est encore en négociation, on verra ce qu'il en est. Et aussi des initiatives de soft law, la garantie enfant, un meilleur accès à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, la stimulation de l'économie sociale. Donc, on voit que la pandémie a indéniablement provoqué une relance importante de cet agenda social européen. Et cette relance fait de l'Union non seulement une sorte d'entité adjudicatrice qui s'efforce de réduire les inégalités entre les États membres et entre les citoyens au sein de ces États, au-delà des frontières, mais qui fait aussi de l'Union, de manière de plus en plus prégnante, la dépositaire de droits sociaux accordés directement aux individus. Alors, beaucoup reste à faire pour consolider encore ces deux rôles. En ce moment, l'humeur est également à se dire que cette phase de renouveau de l'agenda social européen et surtout la volonté politique qui la sous-tend est pour l'heure vraiment suspendue au résultat des prochaines élections du Parlement européen. Pour conclure, 2 mots, on peut dire que d'abord le principe d'une solidarité financière entre États reste fragile. Qu'adviendra-t-il des ressources importantes de la facilité pour la résidence et la relance après 2027, dont je rappelle 30% en moyenne vont aux politiques sociales. Et puis, l'Union devra accompagner beaucoup mieux les États-providence impactés par 3 changements structurels, le vieillissement démographique, la digitalisation et la fragmentation du travail et le changement climatique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Quel timing. Merci à tous. Donc, comme je disais, on a quand même des sujets de recherche qui se croisent. Donc, pour ma part, je travaille aussi sur les inégalités. Les économistes ont tendance à vouloir mesurer des revenus. Et personnellement, j'essaye d'aller au-delà du revenu en tant que tel, mais on voit des conséquences de l'Europe sociale. Donc, vous avez énoncé toutes les faillites, les faiblesses, les manques de moyens. Donc, on parle de 10% du budget européen qui représente 1,1% du PIB européen. Donc, on parle de 0,1% du PIB européen qui part dans l'Europe sociale en termes de dépenses, comparé à des 25-30% des lois sociales ou de la sécurité sociale dans nos différents pays. Et pourtant,
toutes ces régulations mentionnées maintenant, tous ces efforts, ces crises et ces ajustements font que l'Europe reste un îlot d'égalité comparé au reste du monde. Donc Thomas Piketty, dont je pense tout le monde a entendu parler, a réalisé un effort titanesque de collecte de données et proposé une méthodologie que vous retrouverez dans le site web du World Inequality Lab, ça s'appelle World Inequality Database. Et donc ils reprennent toutes les distributions de revenus dans tous les pays du monde, donc c'est devenu vraiment une initiative totalement globale, et eux centralisent tout ça selon une méthode qui est assez standardisée et transparente. Et donc on voit en effet que les inégalités ont augmenté. Les inégalités de revenus ont augmenté par rapport aux années 50, avec une grosse accélération depuis les années 80, avec les révolutions néolibérales, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et là-dedans, on voit, quand on prend les statistiques du dernier rapport du World Inequality Database, en Europe, les 10% les plus riches ne possèdent que 58% des richesses. Donc les richesses sont plus concentrées que les revenus. C'est que 58% des richesses. En Amérique du Nord, on dépasse les 70%, donc avec les États-Unis plus inégalitaires que le Canada. Et en Amérique latine et au Moyen-Orient, on dépasse les 75%. Et donc on voit que cette concentration de la richesse, donc du stock de capital, est moins concentrée en Europe que dans le reste du monde. La dynamique aussi est très plate. Il n'y a pas de hausse des inégalités ou de la concentration des richesses pour cette statistique-ci, alors que dans le reste du monde, cette concentration a augmenté. En Europe, et je pense que c'est un peu le résultat de tout ce qui a été décrit ici, les inégalités de revenus sont principalement entre pays, parce qu'on n'a pas voulu mettre en place ce système de sécurité sociale européen, ces standards minimums européens. Et donc, nos pays sont assez redistributifs, mais entre pays, comme on le sait, les différences de revenus et de salaires peuvent être importantes. Au moment du plombier polonais, dont j'avais oublié l'existence, mais je me rappelle qu'un des espoirs que j'avais en tant qu'économiste, c'était que nos systèmes de sécurité sociale nationaux, étant mis un peu en concurrence, allaient s'améliorer. Et je pense qu'on voit que c'est plutôt l'inverse. Il y a une espèce de résistance, ce que tu appelais le côté, tu n'as pas utilisé le mot raciste, mais pas loin. Xénophobe. Donc ce côté, ce repli sur soi, fait qu'au lieu d'accepter qu'on doit améliorer nos systèmes de sécurité sociale, les rendre plus efficaces, on a assisté à ce repli sur soi, etc. Donc, maintenant, de nouveau, le but était de faire un bilan de l'histoire jusqu'au présent, et je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat vers le reste de la salle. Qu'est-ce qu'on veut ? Et comment améliorer tout ça? And I repeat what I said during the break. Questions in English are more than welcome as well. Merci. On pourrait avoir le micro ? Merci beaucoup. Je voulais poser une question transversale, si je peux me permettre, qui est la question de la place de l'étranger non européen dans l'Europe sociale. J'imagine que la réponse est aucune, mais commençons par l'ordre alphabétique. Tu veux en prendre Non, je préférais une question à la fois. C'est une question bien précise, avec une réponse qui peut être assez précise aussi, je pense. C'est une question assez vaste. Il y a une première manière d'aborder le sujet qui est, en termes de standards sociaux, c'est quelque part problématique, en tout cas, si on considère la question du dumping social, puisqu'on a des différences très très fortes de revenus avec ces phénomènes de mobilité, et on a du mal en fait à mettre en place des contrôles très efficaces. Et lorsque la main-d'œuvre, même pas chère en Europe, est encore trop chère, on va chercher des extra-européens avec des montages de sociétés boîtes aux lettres, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, et il y a eu un paquet de règlements adoptés récemment d'une nécessité de s'emparer du sujet travail et migration, en mettant des règles communes d'accueil des filières de migration légales sur le plan économique.
Mais la grosse difficulté en fait de ce sujet, c'est que ce n'est pas un sujet classique de politique sociale. Il est miné par en fait les considérations politiques en matière d'immigration. Donc c'est un sujet vraiment extrêmement compliqué où d'ailleurs les intérêts ou le discours patronal s'oppose à la position des États qui veulent des règles beaucoup plus restrictives en matière d'immigration. Pour aller très vite, déjà, je dirais juste que très tardivement, le fait d'être étranger non national était finalement un obstacle à une citoyenneté sociale européenne. J'ai parlé de la catastrophe de Marcinelle, mais combien de travailleurs italiens n'ont jamais touché leur pension de maladie d'invalidité alors qu'ils étaient membres de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'était, je veux dire, sur les 30 premières années, déjà même poser la question d'un étranger européen était difficile pour créer un embryon de redistribution sociale. Il y en a eu, mais c'était vraiment très très compliqué. Et un deuxième exemple, sans même aller chercher les étrangers, on m'avait posé il y a quelques temps pour une exposition des réflexions et des sources sur les femmes, les travailleuses dans les 20 premières années. Et en fait, elles n'apparaissent même pas dans les statistiques, elles n'apparaissent même pas dans les données, dans les archives, dans les bilans des politiques sociales européennes dans les années 50, dans les années 60. C'est comme si elles n'existaient pas sur le marché du travail à peu de choses près. Donc voilà, pour dire sur l'histoire, c'est des choses qui sont plutôt très très contemporaines. Et pendant qu'on amène le micro, je vais une réponse très brève aussi. Je pense qu'il y a une des parties qui se passe via la concurrence des importations, qui font qu'on a cette concurrence de système qui, dans certains cas, pousse à produire hors Europe. Il y avait une question derrière. André Sapir ensuite. Merci. Arik Navasartian, je suis doctorante au Centre de droit européen. J'ai une petite question qui peut paraître de l'ordre des détails pour Nicolas, parce qu'il a dit quelque chose qui m'a un peu interpellée. À un moment donné, tu as dit qu'il y a différentes raisons pour lesquelles on n'a pas une Europe sociale très ambitieuse, et tu as distingué les traités de la résistance des États. Sauf que je sais que l'Europe n'est pas que la somme des États. On a l'Europe communautaire, donc qui va bien au-delà de la seule volonté des États. Mais les traités, ça reste quand même vraiment une expression de ce sur quoi les États se mettent d'accord. Donc je ne comprends pas très bien la distinction là. Ok, ben, rapidement. Oui, tout à fait, sauf que ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que, en plus, en fonction des différents traités, il y a des interprétations différentes qui peuvent être faites, mais c'est qu'à partir d'un traité, il est possible de trouver des interstices, trouver des moyens de mettre en place des actions ambitieuses, avec des interprétations, etc. Et donc, si on prend le traité du marché commun ou du traité CK, de traités très très différents qu'un traité technique et un traité plutôt cadre, eh bien malgré tout, avec une volonté politique des États, il est possible d'aller au-delà de la lettre du traité et de mettre en place une harmonisation sociale, des conditions de vie et de travail dans le progrès, comme c'est écrit dans les deux traités d'ailleurs. Mais c'est une volonté politique. Les traités en soi le permettait dans la mesure où il y avait une volonté politique de la mettre en œuvre. Mais voilà, j'ai été assez vite. Mais un exemple de cela, c'est dans les années 50-60, comment les institutions européennes se sont battues pour améliorer quelque chose sur lequel je travaille, sur les conditions de logement. Quelque chose qui n'apparaît dans aucun des traités et qui pourtant, il y avait des volontés politiques au niveau européen d'améliorer la condition de vie des travailleurs concrètement, ne fût-ce que, des citoyens européens, mais c'était principalement les travailleurs en ce moment, à travers le logement. Et pourtant, il n'y a pas un mot sur le logement d'aucun des traités européens dans les années 50. Ouais. J'ai une question et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. J'étais pas vraiment d'accord avec ce que Amandine a dit tout à l'heure au début de sa présentation. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas d'accord, mais bon, bien évidemment, et heureusement. Mais sur la question de la Belgique, je prends juste cet exemple. J'ai trouvé la présentation pas correcte. Tu as présenté les choses comme si l'Europe demandait à la Belgique un certain nombre de choses. Non, pas correct du tout. Donc la Belgique a présenté un plan
de réformes, comme tous les pays l'ont fait. Les 27 pays ont présenté un plan, okay, qui est assez volumineux. Et l'Union européenne est dans la mauvaise situation de devoir vérifier la Commission, de devoir vérifier que la Belgique respecte son propre plan. Et donc, effectivement, elle s'est retrouvée dans la situation où la Belgique a dit non, une tranche ne peut pas être versée à la Belgique, comme ce serait le cas pour d'autres pays, parce que la Belgique n'a pas respecté les engagements qu'elle a pris. Alors, on peut discuter si, effectivement, ce rôle pour les institutions européennes, si les institutions européennes doivent se mettre dans ce genre de situation. Ça, c'est une bonne question. Mais ce n'est pas une imposition. Donc, je ne suis pas d'accord sur la présentation qui te dit l'Union européenne impose un socle. Non, pas du tout. Mais c'est ce qui était plus ou moins ressorti dans cette question des 800 millions. Donc, j'ai trouvé. Maintenant, l'autre question, le plus fondamentale, qui a été un petit peu abordée dans le dernier point, ce serait quoi pour vous? C'est ça que j'aimerais entendre. Que ce serait quoi pour vous une Europe sociale? Est-ce que c'est une Europe où le budget... Parce que qu'est-ce qui doit changer? Le budget européen est 1,1%. Et effectivement, dans ce budget européen, 10% vont à des questions sociales. Donc, OK, ça fait 0,1%. Est-ce que, pour vous, l'idée d'une Europe sociale, c'est on transfère les budgets au niveau national, qui sont les budgets sociaux, on les met au niveau européen? C'est ça? C'est quoi une Europe sociale? De manière concrète. Ça me manque un petit peu. C'est magnifique de parler toujours Europe sociale, Europe sociale, Europe sociale, mais c'est quoi pour vous cette Europe sociale? Ça nécessite un changement complet des traités. C'est avec les traités tels qu'on les a aujourd'hui. Ça, c'est quand même une question, me semble-t-il, fondamentale. Est-ce que, voilà, avec le traité tel qu'on l'a aujourd'hui, voilà ce que vous aimeriez qu'on fasse? Ou est-ce que la question, c'est non, on change de traité, on rentre dans une autre Europe, ce dont je parlais tout à l'heure, une Europe fédérale, et puis voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont changées. Mais tant qu'on ne rentre pas dans cette question-là, pour moi, la discussion sur l'Europe sociale, elle risque d'engendrer des espérances qui ne sont pas réalistes. Donc il faut dire, bon, l'Europe sociale, ça nécessite de changer d'Europe. Ou c'est l'Europe sociale dans les traités tels qu'on les a aujourd'hui. Et je voudrais que voilà, le budget qui va aujourd'hui à la politique agricole commune, on le met pour l'Europe sociale. Ok, bon, on peut en discuter. Mais c'est ça que j'aimerais entendre. Qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on fasse? J'aime beaucoup la question. Et donc, je pense qu'on a eu ce début de discussion tout à l'heure. Et donc, c'est quoi l'Europe dans 60 ans, hein? Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez sur ce domaine-ci? Quelles seraient des options, des visions possibles? Est-ce que je dois commencer? Ok, bon, très rapidement, pour les besoins d'un exposé bref, la situation de la réforme des pensions belges a été évoquée très rapidement. Effectivement, il y a une négociation bilatérale qui fait que la Belgique a son plan, mais la gouvernance européenne fait que, dans ce plan, au titre de la conditionnalité macroéconomique, on met une réforme des pensions comme condition de déblocage des fonds. Et ça, c'est très clair, c'est dans l'accord opérationnel entre la Belgique et la Commission européenne. Donc ça, c'est le produit de cette négociation bilatérale assez peu démocratique, très technocratique, entre le service de la Commission européenne et le gouvernement belge et tous les gouvernements d'ailleurs, et ce qui fait qu'en aval, lorsqu'il faut effectivement faire voter certaines réformes, dans le cadre d'un débat démocratique, ça pose plus de problèmes. Donc la réforme des pensions est une condition qui est posée noir sur blanc dans le cadre de la gouvernance européenne. Donc je ne dis pas. C'est une condition qui est imposée à tous les 27, hein? Non, mais dans le cas de la Belgique. C'est la Belgique qui a choisi de faire ça. C'est la Belgique qui a choisi de faire ça.
Oui, tout à fait. Pas imposé. Le mot imposé n'existe pas ici. Le mot imposé. Mais le mot imposé ne figure pas dans ma présentation et je l'ai pas prononcé. Donc voilà, je n'ai jamais dit que c'était imposé. C'est négocié. Et donc chacun jugera de ce que cela signifie. Alors, qu'est-ce que doit être l'Europe sociale? Donc je ne vais pas prendre 45 minutes pour exposer ma propre vision de l'Europe sociale. Certainement, comme vous l'avez dit, une Europe sociale plus efficace signifie une autre Europe, donc avec des changements. Par exemple, dans les compétences réglementaires, oui. Je pense que l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas très satisfaisant, qu'on pourrait, par exemple, des questions clés comme celle de la rémunération, celle de la protection sociale, pourraient être plus largement européanisées pour qu'on ait plus de prise. On pourrait avoir plus de redistribution entre États pour renforcer certains États-providence, mais tout cela ne peut pas être fait sans un budget européen plus important et donc ouvrir la question des ressources propres de l'Union européenne et de nouvelles sources de ressources fiscales pour financer le social, puisqu'avec un budget aussi faible, c'est un peu compliqué de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc effectivement, ça pose la question également de la fiscalité et on en revient à notre fameux débat sur le F-word dont on parlait tout à l'heure. Juste un mot sur la question du logement dont tu parlais. Donc c'est intéressant de voir que c'est une question qui revient. Alors l'Union européenne n'a toujours pas de compétences en matière de logement et pourtant c'est une question qui est en ce moment très visible, très centrale dans les débats et dans la conférence IDEAS qu'on organise au mois de mai, on aura une table ronde avec des décideurs européens, des chercheurs, etc., précisément sur cette question du logement qui est extrêmement critique dans un certain nombre de pays européens et qui est lié au fonctionnement des marchés du logement et dont on commence à se dire que l'Union européenne devrait peut-être d'une manière ou d'une autre s'en emparer. Nous avons 4 minutes et encore une question. Peut-être juste répondre quand même à la question de Exactement. Déjà, c'est une expression sur laquelle il faudrait travailler, parce que chacun, je pense, projette ce qu'il a envie d'y mettre. Je dirais quand même que la question des critères sociaux de convergence serait quand même un élément à travailler de la même manière que d'autres critères de convergence, avec une vision, voilà, à se définir effectivement. Quelles sont nos priorités en termes de convergence, peut-être moins de compétition. Un deuxième élément, c'est qu'on a vu que les États-providence, les welfare states, ont une dimension très très identitaire, presque culturelle, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on pourrait très bien aussi imaginer une dimension peut-être aussi culturelle ou quelque chose qu'on s'approprierait par la pratique comme un 1er mai européen. C'est-à-dire un jour de férié commun à tous les Européens. C'est pas le 1er mai, et peut-être en changer un autre. Mais c'est des éléments aussi qui montrent un partage, comme ça a été le cas pour le welfare state britannique après la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé tant de tensions dans les rapports avec l'Europe et l'intégration européenne, cette dimension très très... voilà, donc je pense on pourrait discuter de ces points-là, mais c'est un élément, les deux, travailler sur les deux, à la fois considérer appartenir à une citoyenneté sociale européenne à travers un jour de congé, ou aussi mettre en place des critères de convergence très planifiés sur une amélioration des soins de santé ou une amélioration de l'enseignement, je sais pas, voilà, du budget consacré. Je pense qu'on sent une demande pour que vous organisiez une session de 8 heures et pas de 40 minutes, mais nous avons 40 minutes. La dernière question. Bonjour. Oui, ça marche. Je suis Eliana Zatschler, secrétaire générale de European Women Lawyers Association. C'est la seule ONG au niveau européen de femmes juristes qui fait de l'égalité de genre. On a 24 ans. Et c'est juste un commentaire que je voulais faire et rappeler le nom de Eliane Fogel-Polski. Je trouve qu'on ne peut pas parler d'une Europe sociale sans la mère de l'Europe sociale, Eliane Fogel-Polski, et le nom de l'autrice de sa biographie, Eliane Gubin. Toutes les deux profs ont été Eliane Fogel-Polski, prof à ULB, Madame Gubin, elle est encore. Voilà. Et
À son honneur. Oui, mais ça fait 5 ans que je donne des conférences, des présentations sur Eliane Vogel-Polsky et je voulais un peu peut-être changer, mais effectivement, je donne un cours où il y a une section qui s'appelle Eliane Vogel-Polsky, la mère de l'Europe sociale, mais je ne vais pas chaque fois reparler. Elle faisait partie de la première cohorte de 64 d'étudiants ici à l'Institut et évidemment que voilà, c'est un très bon exemple de comment on peut utiliser le cadre européen pour faire avancer des questions sociales, et notamment dans l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, vers le haut. Merci. L'évocation d'Eliane Vogel-Polsky, c'est un incontournable absolu dans tous mes cours. Pour parler des relations dynamiques entre les traités, la jurisprudence, les mobilisations politiques et sociales et la législation, puisque les combats d'Eliane Vogel-Polsky et la jurisprudence de la Cour qui s'en est suivie ont aussi alimenté un processus législatif avec une série importante de directives sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc je trouve que pour moi c'est un aspect passionnant de ces questions. Merci. Et merci pour ce rappel. Et merci à vous tous parce que je pense qu'on a défini les défis et où mettre la barre pour l'IE dans les années à venir et pour tous les chercheurs qui y sont, et aussi de l'importance et de l'intérêt de ces débats. Merci à tous.